Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de la politique française avec l'expert de renommée mondiale, internationale, Dominique de Montvalon. Ça suffira. Oui. Cher Dominique, en évoquant devant la presse, le lundi 12 septembre, l'éventualité d'un report de l'âge de la retraite à 64 ou 65 ans, cela par un simple amendement à la fameuse loi de financement de la sécurité sociale, Emmanuel Macron a de nouveau fait bondir certains opposants et certains syndicalistes, et il a de nouveau fait la preuve, en tout cas, qu'il n'hésiterait pas à s'affranchir des contraintes de l'Assemblée, des contraintes de la situation sociale, pour n'en faire, si j'ose dire, qu'à sa tête pour réformer le régime des retraites. Est-ce que c'est un risque énorme qu'il court ? C'est un risque qu'il court, il le court sciemment, autant dire très librement qu'il n'a pas gagné la partie d'avance, loin s'en faut. Pourquoi a-t-il pris cette décision, enfin, c'est pas cette décision, a-t-il fait cette déclaration de principe qui n'est pas anodine, vous avez raison. À mon avis, pour deux raisons. La première, c'est que l'état des comptes du régime des retraites se dégrade. On pensait qu'il pouvait y avoir un délai avant que cette dégradation ne se produise. C'est pas le cas. Donc, les organismes tutélaires ont bien indiqué qu'il allait falloir agir d'une façon ou d'une autre. Ils ne dictent pas une conduite. Et puis, je pense qu'il y a une dimension psychologique, de psychologie politique. C'est-à-dire qu'au fond, Emmanuel Macron ne veut pas être cantonné au rôle de président passif qui assisterait aux joutes parlementaires quand elles ont lieu. Je dis quand elles ont lieu, puisqu'actuellement, la rentrée parlementaire n'a pas encore eu lieu. Hein. Et on a vu ce qui se passait avant l'été. C'est tendu, étant donné la division de l'Assemblée. Il n'y a plus de majorité absolue. Donc, mais voilà, un président qui se veut réformateur ou réformiste, disons, et fidèle à ce qu'il était ou ce qu'il entendait être en 2017. Là, je reviens en arrière, je reviens au début de l'aventure Macron. Et puis une situation qui se dégrade dans les comptes publics, à ses yeux, il y a une urgence. Maintenant, il va falloir voir comment concrètement les choses se passent. Imaginons qu'effectivement le diagnostic ne soit pas discutable. Ça ne va pas se faire par un claquement de doigts ou par une petite ligne ajoutée en bas de la loi de finances. Hein. C'est une affaire qui est grosse. On notera pour le moment les réticences, et je suis modéré, les réticences de la CFDT qui, de tous les syndicats importants, influents, était le syndicat ou est le syndicat réformiste le plus attaché enfin, le moins hostile, je vais plutôt dire ça comme ça, le moins hostile à l'idée qu'une réforme des retraites allait s'imposer. Alors, quand on dit une réforme des retraites, j'insiste à nouveau, ça ne dicte pas quelle est la nature de cette réforme des retraites. Mais même la CFDT est le pied sur le frein et fait même un peu machine arrière. Donc, une situation très complexe à l'image de la situation politique qui est marquée par les contradictions, les indécisions et les tensions. Mais alors, si j'ai bien compris ce que vous dites, somme toute, on sait exactement ce qui se passe, le déficit est énorme, il faut réformer, il n'y a pas 36 moyens de réformer, le moyen le plus simple en apparence, c'est d'augmenter l'âge de départ à la retraite. Puisque à ce moment-là, davantage de personnes cotisent que beaucoup plus longtemps et on peut, comme ça, combler le déficit. Mais tous les obstacles que vous citez, qui émanent des syndicats, des partis politiques d'opposition et même de certains à l'intérieur de la majorité présidentielle, finalement, on pourrait dire simplement, c'est qu'en France, on peut toujours blaguer, discuter, mais jamais réformer. Est-ce que c'est ça ? Je ne vais pas ratifier votre appréciation qui est peut-être, je l'espère, trop fataliste. Si vous voulez, ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi des jeux de rôle. C'est-à-dire que est sorti des élections législatives une situation qui n'était pas imaginée, y compris par Emmanuel Macron, c'est-à-dire il n'y a pas de majorité absolue, il y a par ailleurs une division entre les amis de Mélenchon, pour faire bref,
Marine Le Pen, que certains donnaient battue, archi-battue et vouée à prendre sa retraite politique et qui est influente. Et puis il y a, même s'ils ont perdu du terrain, les Républicains qui savent au fond que si dans les temps à venir, c'est pas forcément dans les 6 mois, mais tout compte dans un cheminement, si dans les temps à venir, ils ne se refont pas une santé, ou plutôt, parlons politique, une crédibilité, cette fois, échec après échec, ils devront mettre la clé sous la porte et inventer autre chose. Autrement dit, indépendamment du diagnostic que les uns et les autres portent sur une situation difficile, complexe, même à certains égards explosive, et il y a aussi les intérêts partisans qui peuvent jouer. Mais le tout, c'est sous le regard des Français. Donc il y a un match aussi psychologique, psychologique entre l'ensemble des forces politiques, dans leurs forces et dans leurs contradictions, le président, son gouvernement, quand même. N'oublions pas la première ministre dans cette affaire. Et la nécessité de réformer, je reviens à ce que vous disiez, la nécessité de réformer, mais le refus de beaucoup de faire cadeau. Il y en a certains qui ne veulent pas de cette réforme, Mélenchon par exemple, Jean-Luc Mélenchon par exemple, mais d'autres ne veulent pas faire cadeau au président d'un acquiescement à la réforme dont ils pensent qu'elle était et qu'elle reste inévitable, mais pas question de lui faire ce cadeau-là dans le contexte actuel. Je pense par exemple aux Républicains, dont il faudra suivre avec attention quelle va être leur conduite. Non, voilà, Emmanuel Macron a dit il faudra la réforme des retraites, donc il en avait parlé, c'était une urgence, on allait la reporter, elle a été décalée plusieurs fois, puis voilà maintenant qu'elle est présentée comme inévitable, ou en tout cas indispensable, je dirais plutôt indispensable, mais avec qui, comment et à quel rythme, point d'interrogation. Et d'un autre côté, Mélenchon, lui, a déjà annoncé, avec certains de ses amis, une guerre totale, quasiment à la rentrée à l'Assemblée. Et Elisabeth Borne, elle a renchéri en menaçant d'utiliser le 49.3 pour faire passer le budget. Alors le 49.3, oui. Le 49.3, c'est un acte autoritaire qui ne pourra pas être utilisé de façon systématique et qui poserait des problèmes s'il était utilisé sur une affaire aussi importante. Vous me direz, toutes les affaires qui surgissent à l'Assemblée sont importantes. Mais là... c'est quand même compliqué, les propos d'Elisabeth Borne. Attendons de voir ce qui va se passer, qui est d'ailleurs complètement imprévisible, y compris, à mon avis, pour la Première ministre. Mais quant à Jean-Luc Mélenchon, il est dans une radicalisation accentuée, accélérée. C'est non à tout, et une démarche, quelque part, je vais mettre des guillemets, mais une démarche... révolutionnaire. Enfin, il milite pour un autre monde. À chacun d'en juger. Oui, on a quand même l'impression que Mélenchon et un certain nombre d'autres personnes ne réalisent pas à quel point la situation de la France, de l'Europe, est difficile à cause de la guerre en Ukraine, des conséquences terribles sur les prix de l'énergie, et que les querelles continuent comme si de rien n'était. Là, vous me tendez une perche que je n'ai pas envie de saisir, mais je suis d'accord avec vous. On est quand même... Moi, j'ai connu, parce que j'ai de l'ancienneté dans la profession. On est sur le Titanic, la musique continue. Voilà. J'ai connu, parce que j'ai de l'ancienneté dans la profession, ce n'est pas un titre de gloire, c'est un état de fait. Bon, j'ai connu un jeune Mélenchon, toute proportion gardée, un jeune Mélenchon du temps de Mitterrand. Vous voyez, ça nous remet très en arrière, et qui était intéressant, pragmatique, ouvert... pour qui le mot de compromis n'était pas une obscénité, etc. On est loin du compte aujourd'hui. Il a essuyé plusieurs échecs. Il a estimé qu'il s'en était fallu de peu qui n'excède au fauteuil suprême de président. Et aujourd'hui, il est, je le répète, dans une radicalisation qui est impressionnante et troublante. Elle va se traduire dans la rue. Elle peut se traduire dans la rue, cette radicalisation ? Il y aura des manifestations. Non, ce qui est très difficile aujourd'hui, si vous voulez, c'est de savoir ce que les Français pensent, et je me permettrai de mettre ça d'ailleurs au futur, ce que les Français penseront, comment ils vont réagir à la situation. Parce que ce qui compte, c'est pas tant, enfin c'est évidemment les imprécations de Jean-Luc Mélenchon,
Mais c'est aussi le fait que le prix du gaz et de l'énergie, c'est quand même ça l'élément clé, va augmenter formidablement. La démarche générale du gouvernement, telle qu'on la comprend jusqu'ici, telle qu'elle a été explicitée, c'est de limiter, j'allais dire la casse, enfin limiter les hausses, mais les hausses seront là. Et les hausses seront spectaculaires. Elles ne sont pas une invention au passage de Macron ou de Bruno Le Maire, le ministre des Finances. C'est une réalité que les Européens doivent tous ensemble et chacun à leur façon assumer, endosser, etc. Alors là, bien au-delà de la problématique Mélenchon qui met de l'huile sur le feu, c'est un peu son tempérament plus que jamais. Ce qui est intéressant, c'est de savoir comment vont réagir les Français, et d'ailleurs au passage les Européens. Pour l'instant, le seul point positif, c'est que le niveau de croissance en France est quand même relativement élevé. Il n'est pas du tout ce qui était imaginé il y a 1 an et demi, mais il est quand même relativement élevé et un tout petit peu à la hausse. N'exagérons pas les points positifs. Mais ce qui s'annonce, ce sont des hausses très fortes qui pèsent déjà et qui vont peser sur le budget des ménages, des Français, etc. Et la façon dont ça va être assumé, encaissé, les réactions que ça va provoquer, c'est plus important que Mélenchon, si vous voulez. Mélenchon peut espérer, c'est son problème, hein, en tirer parti ou canaliser les choses, mais là, on est une situation qu'on n'a pas connue, j'ai envie de dire, parce que je crois que c'est la réalité, qu'on n'a pas connue sous la Ve République, tout simplement. Tout simplement. Une situation de crise, non pas générée par la guerre entre Russes et Ukrainiens, mais accentuée par ce conflit et par les conséquences qu'il provoque. Est-ce que ça veut dire que le gouvernement ne fera plus aucune réforme sur le budget, qu'on continuera à l'endettement comme au moment du Covid, quoi qu'il en coûte? Non, j'ai envie de vous dire que je ne sais pas, mais si, je sais quand même une chose, c'est pas possible de continuer dans le quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte a répondu à une aspiration massive des Français et a d'ailleurs été ponctuellement payant. Mais ça se solde aujourd'hui par un déficit qui ne peut plus continuer. On ne peut pas continuer. Ce serait... Attendez, je vais être clair. Emmanuel Macron quitterait le pouvoir et serait remplacé par une autre équipe. Et ils devront faire avec une situation de déficit gravissime. Et en tout cas, l'impossibilité de dire... on distribue de l'argent, on va vous payer à crédit. L'État va vous payer, pas à crédit d'ailleurs, l'État va payer à votre place. Non, il y a une situation qui est, de ce point de vue-là, sans précédent. Elle a une caractéristique quand même importante, c'est qu'elle n'est pas... en France, c'est quand même lourd ce déficit, hein, mais elle n'est pas propre à la France. Hein. On a une Europe ébranlée en général. Mais non, ça ne peut pas continuer. La politique de demain... quels que soient ceux qui sont au pouvoir, ça ne consistera pas à dire on va payer pour vous. Et est-ce que Emmanuel Macron est, à votre avis, comme le disent déjà certains éditorialistes, affaibli parce qu'il ne pourra pas se représenter? Ou est-ce qu'il compte toujours? C'est compliqué. C'est compliqué. Au moment où nous parlons là, c'est pas encore complètement dans les têtes, sauf du monde politique où certains commencent à se positionner. Mais c'est vrai qu'il y a une réforme constitutionnelle qui a été votée et qui fait qu'un président ne peut pas faire plus d'un renouvellement de mandat. Donc de toute façon, en 2027, il se passera beaucoup de choses qui vont modifier la donne d'ici là. Enfin, en 2027, il ne pourra pas être candidat. Ça compte quand même, parce qu'il y en a dans l'opposition et dans sa propre majorité qui essaient d'adopter des positionnements les mettant, ils l'espèrent, en situation d'être celui ou celle qui prendrait le relais en 2027. En tout cas, en 2027, il n'y aura plus Macron à l'Élysée. Hein.
est-ce que ça l'affaiblit? C'est compliqué. Il y a deux thèses. Les indices qu'au fond, il allait, un peu vite dit, mais enfin, il a les mains libres, puisque, allons-y, puisque de toute façon, qui joue son va-tout, mais et à la limite, qui sortent sur l'idée qu'il a voulu vendre aux Français du macronisme, pas sur un macronisme qui s'affaisse et qui s'étiole. Bon. Mais c'est quand même compliqué parce qu'on va voir au fil des mois, indépendamment de ce qui est l'essentiel, c'est-à-dire la situation économique et sociale de l'Europe en général et de la France en particulier, on va voir quand même un président qui n'aura pas prise complètement, y compris dans son propre camp, sur la suite. Et à votre avis, est-ce que l'attitude de la population française vis-à-vis de l'agression russe en Ukraine va peut-être, comment dire, être moins forte, le soutien français à l'Ukraine sera moins fort et que ça entraînera des conséquences militaires? Écoutez... je dis, pour le moment, il n'en est pas question. Hein. Oui, non, mais j'entends tout à fait ce que vous dites. La question se pose. Elle ne se pose pas qu'aux Français, mais là, nous parlons des Français. Ce qu'on peut dire, c'est que jusqu'ici, les Français ont été très solidaires des Ukrainiens et ont compris leur volonté de ne pas se laisser envahir, enfin de maintenir le drapeau, de maintenir leur drapeau, etc. Il y a eu des aides militaires, il y a eu des aides économiques et financières, il y a eu aussi l'accueil, pas seulement en France, mais en France notamment, de beaucoup d'Ukrainiens qui se sont réfugiés chez nous. Bon. Ayant dit cela, il faudra voir, parce que plus ça dure, plus au minimum, il ne s'agit pas de souhaiter une victoire de Poutine, ni de souhaiter non plus forcément une victoire de Zelensky. D'ailleurs, est-ce que l'hypothèse d'une victoire de l'un ou de l'autre a un sens quelconque, hein? Mais l'envie d'un compromis honorable, et pour parler plus simplement, l'envie que cette guerre se finisse, parce que finalement, par rapport à ce qu'on a vendu aux Français, pas seulement aux Français, aux Européens en général, par rapport à ce qu'on a dit, vendu, enfin, ce qu'on a dit aux Français et aux Européens au moment où la guerre a éclaté, et la nécessité du soutien de l'Ukraine, ce qui se passe n'avait pas du tout été présenté comme ça aux Français. Ah oui, n'avait pas été envisagé du tout. Mais parce que personne ne l'envisageait, en fait. Non, mais tout à fait. Vous avez tout à fait raison de dire ça, parce que, Bernard, parce que je ne veux pas dire qu'on l'a caché, qu'on l'a mis sous le tapis et qu'on ne l'a pas dit. Mais je pense que même les dirigeants européens, français inclus là-dedans, n'avaient pas imaginé la durée du conflit, l'ampleur du conflit, les conséquences du conflit. Donc c'est vrai que, est-ce que c'est une guerre de longue durée qui va bouleverser complètement la donne? Elle l'a déjà pas mal bouleversée. Donc il y a une certaine, je pense, je reviens à votre question, je ne fais pas de pronostic, ce n'est pas mon rôle, mais en plus je ne sais pas très bien, mais il y a des questions qui se posent un peu. Solidarité avec l'Ukraine, parce qu'il ne faut pas qu'elle se fasse envahir par la Russie, mais jusqu'où, comment, quelles conséquences, des questions. En tout cas, les récents succès ukrainiens sur le terrain donnent quand même peut-être une raison de plus de les soutenir, parce qu'on voit qu'avec l'aide des Américains, des Britanniques, des Français, ils ont réussi à mener une guerre, une sorte de guérilla pratiquement contre l'énorme armée russe, et à enregistrer des succès très importants sur le champ de bataille. Alors peut-être que ça va pas continuer tout le temps, mais on a quand même l'impression qu'il y a un succès dans la mesure où les Russes sont arrêtés et sont perplexes. On parle de soldats russes qui s'enfuient en laissant leurs armes, leurs munitions sur place et qui retournent en Russie parce qu'ils n'ont, eux non plus, pas compris les raisons pour lesquelles ils étaient là, pour lesquelles on les envoyait au casse-pipe. Donc la situation... C'est vrai, vous avez raison. Il y a je dirais, un état de sidération
de l'opinion publique, on va rester en France, et ça peut aller au-delà, devant une situation, il y a un mois, il y a 2 mois, on craignait que les Russes n'envahissent davantage l'Ukraine et qu'on s'enfonce dans un conflit interne d'une gravité encore supérieure. Je ne dis pas qu'elle n'est pas d'une extrême gravité. Et alors là, brusquement, en très peu de temps, quelque chose qui n'avait pas été prévu, ou en tout cas pas annoncé, se produit. C'était une contre-offensive ukrainienne qui, ponctuellement, on verra sur la durée, mais ponctuellement, met l'armée russe, enfin une partie des troupes russes, presque en état de débandade ou de fuite, etc. Il y a dans l'opinion française, me semble-t-il, peut-être une forme de satisfaction au sens où l'Ukraine n'est pas morte, elle a résisté et elle a résisté mieux que prévu. L'Ukraine solidement appuyée par les Américains. Il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont, mais bon, c'est eux qui sont là sur le terrain. Mais en même temps, on est encore, au moment où nous nous parlons, je sens que beaucoup sont encore à se demander, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on disait il y a 3 mois? Qu'est-ce qui se passera dans 3 mois? Et qu'est-ce que va faire Poutine? Imaginons, parce qu'il y a une autre hypothèse, imaginons que cette situation que l'état-major russe n'avait pas prévue se confirme, enfin pour l'instant elle se confirme, enfin en tout cas il n'y a pas de revirement. Qu'est-ce que va faire Poutine? Il y va, si j'ose dire, de l'honneur russe. Et puis qu'est-ce qu'il va faire? Jusqu'où peut-il aller? Est-ce qu'il peut être lui-même en danger? Après tant de morts, tant de destruction, des crimes de guerre. C'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Choisissons d'oublier ce que les grands, pas tous, mais plusieurs grands experts disaient il y a quelques semaines. De la situation et qui ne laissait rien présager de cet ordre. Voilà. Ouais. Il faut savoir se laisser surprendre par des choses qui ne sont plus de l'ordre du rationnel absolu. Et il y a aussi des événements qui surviennent, qui provoquent une certaine surprise, même s'ils étaient attendus. On peut peut-être terminer là en rendant hommage à la reine Élisabeth, qui a disparu à 96 ans, après avoir fait partie de ce monde, notre monde, pendant plus de 70 ans. Et vous avez raison. C'est une époque qui se termine et qui, curieusement, a vraiment marqué tout le monde, alors que c'était un événement quand même plus ou moins attendu. Oui, mais oui, vous avez raison. C'est sur un autre plan, c'est un événement absolument majeur et qui mérite qu'on en dise quelques mots par son ampleur. J'ai envie de dire d'abord que les Britanniques sont bluffants. Ils sont bluffants, je veux dire, ils sont extraordinaires. Ils sont parfois, de mon point de vue, ça n'engage que moi, un peu exaspérants dans leur comportement et tout, mais là, ils sont bluffants. Ils nous donnent une leçon d'unité nationale et je serais tenté de dire de civisme et dans l'hommage qu'ils font qu'ils accordent à la souveraine défunte. On a envie de dire, et puis peu importe, on ne le saura jamais, est-ce que d'autres qu'eux seraient capables de faire des choses pareilles, et c'est spontané. On n'a pas mis des CRS anglais ou des Bobbies pour empêcher des débordements. Il y a une émotion, et l'émotion, je partage tout à fait votre avis, l'émotion, c'est assez étonnant. Hein. L'émotion dépasse les frontières de la Grande-Bretagne. Hein. D'abord, il y a le Commonwealth, mais dépasse les frontières de la Grande-Bretagne et du Commonwealth. Je pense qu'il y a au total du total et à l'heure de la mort, une espèce de reconnaissance, une reconnaissance forte vis-à-vis d'Élisabeth II, ce qu'elle a su incarner à travers, pratiquement on peut dire, à travers les générations. Hein. Il y a ensuite le fait que c'est un peu, pour ceux qui l'ont vécu à un titre ou à un autre, même à la limite les plus jeunes, enfin les plus jeunes c'est moins, mais ça fait du monde quand même, hein. C'est un peu de notre propre histoire qui s'en va avec elle, et en tout cas qu'il y ait de la reconnaissance à distance comme ça, qu'il y ait la reconnaissance à l'heure du décès, c'est quelque chose qui est spontané et massif. Et puis j'ajouterai un troisième point, dans ce monde très compliqué,
dangereux, anxiogène. On est dans un monde anxiogène, hein, pas seulement en France, mais c'est assez terrible. Hein. Dans ce monde anxiogène, ça fait du bien, mais c'est pas artificiel, de rendre hommage à quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses. Hein. Elle a vécu la Seconde Guerre mondiale pour ne parler que de ça, mais des tas d'autres choses. Elle n'a pas vécu non plus dans un petit chemin tranquille, hein, mais qui a su conserver son identité, sa tranquillité d'âme et sa capacité à incarner pour ses concitoyens et au-delà, pas seulement en Grande-Bretagne, de quoi espérer pour après-demain. Ben, c'est important. Merci beaucoup, Dominique de Montvalon, et à bientôt pour Bernard. la poursuite de l'examen de l'actualité. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, et à bientôt.